L'art à l'écoute. L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, Camille Claudel. Camille Claudel est née en 1864 dans une famille de hauts fonctionnaires. Ses parents placent le sens du devoir et l'économie au-dessus de tout. Autant vous dire que l'enfance de la jeune Camille ne sera pas marquée par l'affection. Heureusement, il y a son frère, Paul, le futur écrivain. Même si leurs relations ne sont pas toujours très tendres, il y a entre eux une indéniable complicité. C'est lui qui décrira le cataclysme qui secoue la famille en 1876, lorsqu'elle s'installe à Nogent-sur-Seine, une ville où exerce un sculpteur, Alfred Boucher. Camille a alors 12 ans, mais cela fait déjà quelques années qu'assistée par son frère Paul, la jeune fille modèle la terre. On ne sait pas vraiment ce qui l'a poussée vers la sculpture. Peut-être est-ce l'image du transi de René de Chalon qu'elle a pu voir à Bar-le-Duc, ou alors les formes étranges des rochers de la forêt de Coincy qui l'ont inspirée. Quoi qu'il en soit, Alfred Boucher décèle les aptitudes de Camille et va la guider. La rude et expressive du maître, dont vous pouvez voir ici un exemple, va se retrouver dans l'œuvre de Camille. Observez cette sculpture, la vieille Hélène. Il s'agit en fait d'une servante de la famille, Victoire Brunet. Observez l'exagération naturaliste des traits de vieillesse. Voilà un thème que l'on retrouvera souvent sous la main de Camille. La vocation de sculpteur de la jeune fille divise les parents. La sculpture, c'est un métier masculin, car physique, et l'on attend d'une jeune bourgeoise qu'elle se marie et soit une bonne mère de famille. Cependant, le père de Camille, Louis Prosper, décide d'installer sa famille à Paris, pour que chacun de ses enfants puisse poursuivre son éducation. Camille ne peut malheureusement pas intégrer les beaux-arts, qui sont fermés aux femmes. Ils le seront jusqu'en 1897. Alors elle doit suivre les cours d'une académie privée, l'Académie Colarossi. Puis avec des amis, comme l'anglaise Jessie Lipscomb, elle s'installe dans un atelier. C'est Alfred Boucher qui surveille leur travail, jusqu'à son départ pour Rome. Et c'est là qu'entre dans la vie de Camille un personnage crucial. Il s'agit d'Auguste Rodin. Nous sommes au début des années 1880, Rodin a 42 ans, Camille 18. Il est un sculpteur reconnu et elle devient son élève, ou plutôt sa praticienne, c'est-à-dire qu'elle travaille pour lui, avec lui, sur ses œuvres. Difficile de savoir en quelle proportion, mais nous savons que la main de Camille se trouve sur ces deux chefs-d'œuvre, Les Bourgeois de Calais et La Porte des Enfers. À cette époque, Camille est une jolie fille. Paul Valéry remarquera ses admirables bras. Elle devient donc naturellement le modèle de Rodin, puis sa maîtresse. Leur relation est mythique, fusionnelle, orageuse. Elle va les porter chacun au sommet de leur art. Il ne faut cependant pas faire de Camille la subordonnée de son amant, comme pourrait le laisser croire cette œuvre que vous pouvez voir à l'écran. Vous avez ici une version nouée et accablée du penseur, où l'exagération des détails de l'anatomie, le rendu de la musculature, sont un hommage à Rodin. Mais cette inspiration n'est pas un courant à sens unique, bien au contraire. Regardez maintenant cette Galatée, réalisée cette fois-ci par Rodin en 1889. 2 ans auparavant, Camille avait elle-même sculpté une jeune fille à la gerbe, que vous pouvez voir, et vous pourrez constater que le maître en reprend la composition. Leur relation est avant tout une complicité d'artistes, heureux d'être enfin compris. Mais il y a un hic dans cette histoire. Ce hic s'appelle Rose Beuret. C'est une ancienne cousette avec laquelle Rodin vit maritalement depuis 20 ans. Rodin n'a jamais voulu l'épouser, il ne le fera que quelques mois avant sa mort, et il n'a pas voulu reconnaître le fils qu'ils ont eu ensemble. Cela vous donne un petit peu une idée du personnage. Pour le moment, Camille réussit à composer avec ce ménage à trois et réalise ses premiers grands chefs-d'œuvre. Sakuntala sera son premier grand succès. L'œuvre évoque un drame indien alors très célèbre en Europe. Il inspirera la musique de Schubert, mais aussi Théophile Gautier. Camille Claudel saisit dans la terre les retrouvailles de Sakuntala et de son époux après une séparation provoquée par un enchantement. Elle éternise cet échange de suppliques, de pardon, de réconciliation. L'homme implore la femme à genoux, l'enlace, elle repose sa tête sur lui. Sakuntala, la femme, devient alors l'image de l'amour vrai, absolu, triomphant. Si les analogies avec Rodin sont évidentes, l'œuvre annonce tout de même l'autonomie d'un style propre, l'équilibre plastique parfait, le sens aigu de la composition et la souplesse
du Maudelaid reflètent la personnalité de Camille. Vient ensuite la valse. Les deux corps des danseurs semblent se mêler. Fusion des corps, fusion des âmes. Ils s'abandonnent l'un à l'autre dans le mouvement spiralant qui les emporte. L'homme se penche vers sa compagne, celle-ci semble se perdre contre sa poitrine. Le travail délicat du bronze, notamment au niveau des drapés, renforce encore la sensualité de l'œuvre. Sa légèreté, sa délicatesse l'éloignent de Rodin et montre le travail propre de Camille. Réalisé au temps heureux de leur relation, cette œuvre en est sans doute l'image. Malheureusement, cela ne durera pas. Camille veut une relation exclusive. Elle ne supporte plus ce ménage à trois. Elle veut aussi son indépendance artistique. Malgré tous ses efforts, la critique ne voit en elle que l'élève de Rodin. Camille a su rompre avec sa famille pour Rodin. Elle saura rompre avec lui pour son art. La rupture sera violente. Une œuvre l'incarne. C'est l'âge mûr. Rodin le comprendra et fera tout son possible pour empêcher que l'État n'achète une version de cette œuvre et ne rende public le scandale de sa relation. On peut y voir trois personnages. Au centre, un homme mature, musclé, quitte une jeune femme, la jeunesse, pour suivre une vieillarde décharnée. C'est bien entendu une allégorie de la vie. Mais on peut aussi y voir l'image de la vie de Camille Claudel. L'homme au centre, c'est bien entendu Rodin, qui quitte une Camille à genoux, humiliée, implorante, pour suivre la vieillarde Rose-Beurrée. Désormais seule, sans protecteur, sans le soutien de sa famille, Camille sombre dans la folie. Elle n'a désormais plus qu'une obsession, se distinguer de Rodin. Elle veut affirmer sa différence, son autonomie. Elle décide alors de quitter l'allégorie pour réaliser ce qu'elle appelle des croquis d'après nature, des œuvres de petite dimension qui s'inspirent du quotidien. Observez ces causeuses. Camille en a eu l'idée en prenant le train. Elle a vu 4 femmes discuter dans un compartiment. Voyez comme l'échelle se réduit. Ici, l'œuvre fait environ 40 centimètres. L'espace se referme, un peu comme la vie de Camille. Le sujet est très différent, mais aussi le matériau. Ici, Camille sculpte l'onyx, ce qui montre sa virtuosité, car l'onyx est un matériau très dur. Ce matériau montre une nouvelle source d'inspiration qui, elle, ne doit rien à Rodin. C'est l'Extrême-Orient. Regardez ici, cette œuvre, La Vague. Le point de départ, c'est évidemment Hokusai et sa très célèbre estampe que vous pouvez voir à l'écran. Camille en propose son interprétation, mais en plus de cela, elle vient mêler la couleur verte de l'onyx, qui rappelle la mer écumeuse, au bronze. La vague semble se refermer avec violence sur les 3 femmes, sur les 3 baigneuses. Peu de temps après, Camille est elle aussi rattrapée par son destin. Cela fait quelques années que Camille mène une vie de marginale. La perfection de ses dernières œuvres nous ferait presque oublier le délire paranoïaque dans lequel elle a sombré. Camille est persuadée que la fouine, entendez Rodin, cherche à lui nuire. Aussi, elle ne quitte plus son domicile du quai Bourbon. Elle ne se lave plus et ne se nourrit plus. Sa famille, excédée par son excentricité, souhaiterait la voir internée. Mais un homme s'y est toujours opposé. C'est son père. Malheureusement, il meurt en 1913 et Camille perd son dernier soutien. Quelques jours après la mort de son père, Camille Claudel est internée à la demande de sa mère, mais aussi de son frère, Paul. Les sorties, les visites lui sont interdites. Camille renonce alors à la sculpture. Elle ne touchera plus un ciseau, ni une motte de terre. Et c'est dans l'indifférence totale qu'elle meurt, à l'asile de Montfavet, le 19 octobre 1943. Elle avait 79 ans et aura passé 30 années derrière les murs de son asile. Son œuvre tombe dans l'oubli. Celle de Rodin captera toute la lumière. Dans cette histoire, il semble avoir le mauvais rôle. Pourtant, si son attitude a poussé vers la folie, celle qu'il aimait, il a toujours cherché à l'aider. Malgré l'hostilité de Camille, ses injures, il a payé une partie de ses dettes. Il a même organisé une souscription pour que l'État achète une version en marbre de l'œuvre que vous voyez, une Cloto. Faut-il dire qu'il a payé la moitié de la somme? Enfin, quand il installe son propre musée à l'hôtel Biron, il souhaite y installer une salle en l'honneur de Camille. C'est Paul qui s'y opposera.